Bienvenue à toi sur ma chaîne Émanescence. Je suis Emmanuelle, thérapeute et activatrice d'épanouissement. Je t'accompagne à mettre plus de conscience sur qui tu es pour t'épanouir chaque jour un peu plus. Bienvenue à vous dans ce nouveau podcast qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de culpabilité et de culpabiliser. En fait, cela me tient particulièrement à cœur parce que déjà, il faut que vous sachiez que c'est l'émotion la plus ressentie dans le monde. Souvent, quand je le dis, les gens sont très étonnés, pensent plus à la tristesse ou à la peur. Eh bien non, c'est la culpabilité. Et d'autre part, cela me tient à cœur parce que je suis quelqu'un qui a énormément expérimenté la culpabilité depuis ma plus petite enfance. Donc j'ai bien sûr beaucoup travaillé sur le sujet. J'ai appris énormément de choses. J'ai fait appel à divers outils pour pouvoir la diluer, la rendre plus tolérable, mieux la vivre. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais opportun de vous en parler. Alors ce par quoi j'aimerais commencer, c'est bien sûr une définition pour qu'on parte sur un pied d'égalité. La culpabilité, de manière générale, c'est la transgression réelle ou imaginaire d'une règle morale. Elle naît souvent de la contradiction entre ce que l'on veut être, notre idéal, ou ce que l'on veut faire, et qui finalement on constate n'est pas réellement ça, on n'est pas vraiment ça, on n'a pas réussi à avoir les résultats des actions qu'on a menées et qu'on attendait. Donc en gros, la culpabilité naît de la différence entre l'image du soi et ce qu'on est réellement ou ce qu'on fait réellement. C'est lorsqu'on se juge soi-même responsable d'une entorse à ses propres valeurs. Ce qui amène un mélange de honte, de tristesse, de mépris et même souvent de colère, où au final le regard de l'autre et le regard qu'on porte sur soi comptent énormément. C'est une émotion désagréable, on ne va pas se le cacher. Pour autant, c'est une émotion qui, d'après moi, est réellement nécessaire pour ne pas franchir certaines limites. Puisque si personne ne ressentait de culpabilité, ça veut dire que nous n'aurions pas de conscience du mal que l'on peut faire et l'on pourrait aisément commettre des atrocités à chaque moment de notre vie. Donc, comme toutes les émotions, et je reviendrai dessus plus tard, il n'est pas question de faire disparaître la culpabilité, mais plus de la rendre tolérable, de lui donner une juste proportion, afin que vous puissiez vous épanouir. Voilà. Alors maintenant, ce qui me paraît porteur pour vous faire des prises de conscience, c'est de parler des origines de la culpabilité et plus particulièrement en Europe et en France. En fait, on ne se rend pas compte forcément, mais la culpabilité nous est distillée à partir du moment où nous sortons du ventre de notre mère. Et j'ai même envie de dire pendant notre vie intra-utérine, puisque vous savez que nous mangeons ce que notre mère mange, nous buvons ce que notre mère boit. C'est pour ça qu'on dit aux futures mamans de ne pas boire d'alcool, de manger sain, de ne pas fumer. Il est donc évident que nous avalons, nous absorbons aussi ces émotions et que votre maman, votre génitrice a forcément ressenti de la culpabilité et vous allez le comprendre très vite par rapport à ce que je vais vous exposer. La pensée judéo-chrétienne se base sur le péché originel. Alors à la base, il ne s'appelait pas péché originel, c'était juste Adam et Ève dans ce jardin, sous ce pommier, qui croquaient dans le fruit défendu, cette pomme rouge. Donc une désobéissance d'Adam et Ève qui en fait mène à un état dégradé de l'humanité. Et en fait, c'est saint Augustin, au IVe siècle, qui met le mot de péché originel sur cette situation.
ce qui crée encore plus de honte et de culpabilité au niveau collectif. Donc déjà, si vous avez été éduqué en France, il est très probable que vous ayez été en contact régulier avec cette pensée judéo-chrétienne, que le catholicisme soit votre religion ou pas, et là on n'est pas en train de parler de religion, mais plus de croyances nationales, de croyances sociétales, et donc nous vivons tous là-dessus. Ça veut donc dire que nous venons au monde en sachant que le monde a été créé sur un péché. Vous imaginez bien à quel point la culpabilité de ne pas être parfait, d'avoir péché, est ancrée au plus profond de nos cellules. Ensuite, il y a aussi, dans cette religion chrétienne, le principe des 7 péchés capitaux. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Ces péchés capitaux, je vais vous les citer. Ils sont la gourmandise, la luxure, la colère, l'envie, la paresse, l'avarice et l'orgueil. Pour ma part, quand je les lis aujourd'hui, je les trouve totalement désuets, totalement obsolètes, dans une société qui est en train de muter et qui est en train de se tourner vers le bien-être, vers l'écoute de soi, vers le fait de s'accepter ombre et lumière, vers le fait de pouvoir exprimer toutes les parties de soi. Est-ce que finalement, c'est tant un péché que ça, que d'être gourmand, que d'être en colère, que d'être paresseux, que d'être avare ou que d'être orgueilleux? Moi, je pense que non. Mais c'est quand même quelque chose qui est enraciné dans nos cellules, dans nos croyances, puisque c'est cette pensée judéo-chrétienne sur laquelle nous avons été, pour la plupart d'entre nous, éduqués. Ensuite, de manière plus contemporaine, vous remarquerez, en prenant du recul, que la manière dont nous sommes gouvernés, et encore une fois, je ne parle pas de religion ni de politique, donc il n'est pas question de dire que le gouvernement aujourd'hui fait ça, tous les gouvernements ont fait ça. Donc cette manière dont nous sommes gouvernés va favoriser la culpabilité. Je vous donne des exemples. L'état de la planète, c'est de notre faute, parce que l'humain ne fait pas ce qu'il faut, parce que l'humain surconsomme, parce que l'humain pollue, parce que l'humain ne trie pas ses déchets, et ainsi de suite. Pourquoi l'État français est en déficit? Parce que nous coûtons de l'argent, nous coûtons cher, nous coûtons à la sécurité sociale parce que nous tombons malades, nous coûtons en arrêt maladie, nous nous arrêtons trop. Et même vis-à-vis de notre employeur, nous culpabilisons, parce que nous ne sommes pas là quand nous sommes malades. Combien d'entre vous n'ont pas osé se mettre en arrêt maladie alors qu'ils étaient vraiment malades? Ah, il y a un orage. Ce que je dis, ça met en colère. Ça met en colère l'univers. Combien d'entre vous n'ont pas osé se mettre en arrêt maladie alors qu'ils étaient malades vis-à-vis de leur employeur? Combien d'entre vous culpabilisent d'être en vacances? J'ai récemment entendu une hôtesse de l'air me dire j'étais en vacances pendant les grèves, je culpabilisais parce que je me disais que peut-être qu'avec ma présence, plus d'avions auraient pu partir puisque je n'aurais pas fait grève. Ensuite, pour continuer toujours par rapport à cette manière d'être gouverné, plus récemment, cet hiver, avant l'hiver, on nous a dit attention, si vous utilisez trop d'électricité ou de gaz, les autres vont en être privés. Donc, on nous culpabilise. Pareil lors de la pandémie. Portez le masque, parce que si vous ne le portez pas, c'est de votre faute si la pandémie se répand. Pareil depuis l'apparition du sida. Portez des préservatifs parce que c'est de votre faute si le sida se répand.
Alors bien évidemment, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas porter de masque, qu'il faut abuser de l'électricité et du gaz et surtout avoir des rapports sexuels non protégés à tout va. Mais je veux simplement vous alerter, vous faire prendre conscience du message et de la forme sous laquelle il nous est transmis et du poids qu'il nous fait supporter sur nos épaules et donc de la culpabilité. Pour en revenir à des exemples, pareil, quand on fume, quand on boit, quand on mange trop, on va tomber malade, on va coûter cher à l'État. Alors que quand on fume, on paye déjà tellement de taxes que j'ai envie de dire nos soins sont déjà prévus dans les taxes. Voilà, donc en gros, on est beaucoup dans le c'est pas bien. Ce que vous faites, c'est pas bien, c'est un péché. Moi, j'ai été élevée dans une famille plutôt catholique, dans une école catholique, et je me souviens qu'à l'époque, on allait à la messe dans le cadre de l'école, et on avait la possibilité de se confesser. Donc ça veut clairement dire que l'on est des personnes qui avons besoin de demander le pardon par essence. Voilà, donc on venait dans le confessionnal et on demandait à ce que Dieu nous accorde le pardon. On vient dans une posture de soumission, de culpabilité par rapport à ce qu'on a pu vivre, être ou faire. Je voulais aussi vous parler de la loi française qui prône la présomption d'innocence. Alors je ris parce que on est tous censés être innocents jusqu'à ce qu'on prouve qu'on est coupable. Je voudrais vous demander, honnêtement, lorsque vous voyez à la télé, alors je vais prendre un cas extrême volontairement pour vous faire réagir, une petite fille qui a été retrouvée morte, violée dans un fossé ou dans une forêt, et que l'on vous met à la télé, au journal du 20h, la photo d'un homme qui est en garde à vue parce que il a besoin d'être interrogé, parce qu'on pense que cela pourra éventuellement être le coupable. Quelle est votre réaction ? Et je parle de la vôtre aussi bien que de la mienne. On le voit déjà comme un coupable. C'est-à-dire que rien que le fait que la police, le journal de 20h, mette sa photo en disant « cela pourrait être le coupable », nous ne sommes pas du tout dans la présomption d'innocence. Nous sommes dans la présomption de culpabilité. Mais quelle horreur! Comment a-t-il pu faire ça? Mais comment pouvons-nous dire ça alors que nous ne savons pas s'il a réellement commis ce crime? Donc, voyez comment, de manière insidieuse, depuis notre vie intra-utérine, la culpabilité fait partie de notre vie quotidienne. J'aimerais aussi vous évoquer l'origine de l'éducation. Alors, nous n'avons pas tous eu ce style d'éducation, mais pour beaucoup, vous vous y reconnaîtrez lorsque vous êtes éduqué dans un amour possessif. C'est-à-dire que l'un de vos parents ou vos deux parents vous ont eu pour vous avoir au sens propre. C'est-à-dire que c'était vraiment une nécessité que vous veniez et vous êtes un objet pour eux. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire que nos parents sont mauvais, mais tout simplement, on n'a pas forcément toujours des enfants pour les bonnes raisons. C'est souvent pour se sentir moins seul, pour se sentir aimé, pour recoller un couple, il y a tout un tas de raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais donc pas forcément pour des bonnes raisons, puisque la vraie bonne raison, c'est de faire naître une nouvelle âme sur cette terre et de l'emmener vers la liberté et l'épanouissement. Souvent, on voit des parents très possessifs qui ont énormément de mal à voir partir leurs enfants. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre, parce que j'imagine à quel point ça doit être dur d'aimer son enfant et de le voir s'envoler loin de nous. Mais quand on a cet amour possessif pour son enfant, eh bien on devient souvent des parents culpabilisants. Et on a tendance à dire « avec tout ce que j'ai fait pour toi,
avec tout l'argent que j'ai dépensé pour toi, que ce soit dans tes études, dans tes tenues. Alors il y a plein d'autres manières de culpabiliser les gens, mais en tout cas ça, c'est une manière de culpabiliser. Et donc si dès votre plus tendre enfance, la manière de vous gérer de vos parents a été la culpabilisation, il est évident que aujourd'hui, c'est une émotion qui est déjà très ouverte, très présente chez vous et facile à raviver. Donc vous comprendrez qu'à travers toutes ces origines historiques et plus contemporaines et propres à chacun en fonction de l'éducation, eh bien, il est facile d'intensifier cette émotion déjà présente en nous. Et c'est pour ça qu'elle est autant ressentie aujourd'hui au niveau mondial. Alors maintenant, j'aimerais aborder avec vous la manière de se manifester de la culpabilité. En fait, c'est déjà bien de prendre conscience que la culpabilité peut être une émotion ressentie par rapport à quelqu'un ou bien par rapport à soi-même. Par exemple, par rapport à quelqu'un, imaginons que ma meilleure amie n'est pas bien et elle me demande de passer chez elle pour m'occuper d'elle et qu'elle ne soit pas seule. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je suis malade. Et donc, je lui dis que je ne peux pas venir. Il est très probable que je culpabilise de l'avoir laissée seule alors qu'elle n'est pas bien. Alors que ce n'est pas contre elle ce que j'ai fait. Et pour vous donner le deuxième exemple, la culpabilité par rapport à soi, imaginons que je suis boulimique et que je fais une crise de boulimie incontrôlable, compulsive. Eh bien, lorsque je vais reprendre mes esprits, que ma crise de boulimie sera passée, je peux me sentir coupable vis-à-vis de moi-même, de m'être infligé ça. Vous voyez, il y a vraiment ces deux angles. N'empêche que si vous analysez régulièrement votre émotion de culpabilité, vous vous rendrez compte que elle est souvent liée à une autre personne. Elle est souvent dans le rapport à l'autre. D'ailleurs, si on était seul au monde, la culpabilité existerait nettement moins. Donc elle provient du regard des autres et aussi du regard que l'on se porte sur soi-même par rapport à l'amour qu'on attend des autres. Parce que lorsque vous culpabilisez, donc reprenons mon exemple de la meilleure amie qui finalement n'a pas été au secours de sa meilleure amie parce qu'elle était malade, eh bien ce qui se joue c'est je n'ai pas été là pour elle alors qu'elle n'était pas bien. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Elle va penser que j'ai pas la valeur de l'amitié, la valeur du soutien, la valeur de la solidarité, la valeur de l'entraide. Je vais la décevoir et du coup, elle va moins m'aimer. Voilà ce qui se joue derrière la culpabilité. Donc la culpabilité, c'est aussi un moyen de mieux vous connaître et de voir à quel point vous avez ce besoin d'être aimé parce que peut-être que vous manquez cruellement d'amour-propre, d'amour de vous. J'aimerais aussi aborder le sujet de la responsabilité de nos émotions parce que très souvent, on entend dire cette personne me fait culpabiliser. Mais cette personne ne vous force pas à culpabiliser. C'est vous qui culpabilisez. Parce que nous sommes totalement responsables de nos émotions, de la manière dont nous prenons les choses extérieures, dont nous y réagissons. Donc en gros, c'est vous qui êtes responsable de votre culpabilité, de cette sensation que vous êtes coupable. Et très souvent, lorsque vous dites que quelqu'un vous fait culpabiliser, c'est que vous avouez, sans vous en apercevoir, que vous êtes dans une relation qui n'est pas saine, qui est toxique. Parce que c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il s'agit d'un triangle au sommet duquel il y a sauveur, victime, bourreau. La personne qui cherche à vous faire culpabiliser, c'est une manière de vous manipuler quelque part et de vous mettre en soumission. Donc,
en vous faisant culpabiliser, elle se place en bourreau et vous en victime dans la réalité des choses. Mais elle est en train de vous dire qu'elle est victime de vous et donc elle vous demande de culpabiliser et de vous placer en bourreau. En fait, c'est un triangle, où les trois sommets sont en interdépendance. C'est-à-dire que sans arrêt, vous allez passer de bourreau à sauveur à victime. Et c'est un cercle infernal, dramatique, comme l'a appelé Karpman, tout simplement parce que il est toxique. Et 80% de nos relations sont dans ce triangle. Pour en sortir, la seule manière, c'est vraiment d'en prendre conscience. Donc, de se mettre en vulnérabilité et de se dire que oui, on l'utilise pour manipuler les gens. Et quand je dis manipuler, c'est pas forcément à des fins méchantes, puisque la fin, pour moi, c'est le fait d'être aimé. Parce qu'on ne s'aime pas assez et qu'on a besoin que les autres nous aiment. Donc, prendre conscience qu'on est dans ce triangle, qu'on cherche à faire culpabiliser, qu'on cherche à se positionner en victime, qu'on cherche à être sauveur, c'est-à-dire proposer des solutions à l'autre avant même qu'il nous en ait demandé. Tout ça, c'est pour se faire aimer. Mais ce n'est pas sain. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez remarquer qu'on culpabilise beaucoup plus avec les personnes que l'on aime énormément. Voilà pour les manifestations, en tout cas quelques-unes, celles que je voulais partager avec vous. Maintenant, j'aimerais passer à une autre partie qui est les conséquences d'une culpabilité ressentie régulièrement ou d'une culpabilité forte. Parce que vous savez que l'esprit et le corps sont extrêmement reliés et que tout ce qui ne sort pas du corps, tout ce qui n'est pas exprimé, donc qui n'est pas sorti du corps, extériorisé, eh bien, s'imprime dans le corps et s'exprime par le corps. Du coup, l'organe relié à la culpabilité, c'est le cerveau. Oui. Alors, les conséquences d'une émotion régulière de culpabilité au niveau psychique, ça va être bien sûr le jugement de soi. Quelqu'un qui culpabilise beaucoup, c'est quelqu'un qui a un juge interne extrêmement fort, qui prône des valeurs, des idéaux et qui s'auto-flagelle quelque part de ne pas respecter ces valeurs-là. C'est l'auto-accusation, l'auto-dévaluation, c'est la fragilisation de l'estime de soi. C'est la fragilisation de l'amour de soi et de l'acceptation de soi, mais aussi de l'affirmation de soi. Et cela provoque de la colère et du rejet de soi. Les conséquences sur nos relations aux autres, quand on culpabilise, c'est souvent de l'incompréhension. Les autres en face ne comprennent pas pourquoi on culpabilise. Ça les démotive d'avoir cette relation avec nous. Ils ont un sentiment de rejet, ils ont un sentiment d'être abandonnés, et puis en réaction, on peut avoir de la colère, ou alors encore de la culpabilité, c'est-à-dire que la culpabilité peut faire naître de la culpabilité. Maintenant, j'aimerais parler avec vous de la somatisation de la culpabilité. Eh bien, c'est la migraine. Donc, si vous avez tendance à être migraineux, migraineuse, posez-vous la question de la culpabilité. Et la maladie associée à la culpabilité, c'est Alzheimer. Alors, vous ne serez pas étonné de voir de plus en plus de gens qui ont Alzheimer dans une société où l'émotion la plus ressentie est la culpabilité. En fait, Alzheimer, c'est une maladie qui permet de ne pas se souvenir. Et si vous étudiez bien en profondeur la culpabilité, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé et qu'on ressasse et pour lequel on s'en veut. Donc les gens qui ressentent beaucoup de culpabilité, leur cerveau et leurs cellules peuvent mettre en place un Alzheimer pour
couper cette mémoire, pour faire en sorte que les gens soient allégés de leur culpabilité puisqu'ils ne se souviennent pas. Maintenant, je vais aborder la notion de culpabilité et de responsabilité, parce qu'elles sont très souvent confondues, on a du mal à faire le distinguo entre les deux, et pourtant il y a une vraie différence qui est fondamentale, puisque l'un de mes conseils aujourd'hui sera vraiment d'essayer de transformer votre culpabilité en responsabilité, c'est-à-dire transformer quelque chose de négatif tourné vers le passé en quelque chose de positif tourné vers le présent et l'avenir. En fait, la culpabilité engendre une notion de responsabilité, et là-dessus vous serez totalement d'accord, puisqu'elle donne l'impression de ne pas être impuissant, puisqu'on dit que c'est de notre faute, c'est nous-mêmes qui avons provoqué cette situation, et donc que nous sommes coupables. Donc derrière, j'ai envie de voir le positif et de vous dire qu'il y a l'espoir de pouvoir être meilleur. En fait, la responsabilité, ça va être ça. Ça va être de tirer des leçons, des choses qu'on n'a pas fait correctement, pour pouvoir se projeter dans un futur proche, dans des situations similaires, où justement on se servira de cette expérience pour ne pas la reproduire. Pour moi, c'est ça la responsabilité. En fait, la culpabilité nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle met en lumière nos valeurs, nos besoins, nos croyances, notre besoin d'être aimé. Donc au lieu de se focaliser sur ce qu'on n'a pas fait de bien, eh bien, servons-nous-en pour justement nous améliorer et faire en sorte que nous ne culpabilisions plus, responsabilisons-nous. Donc j'insiste vraiment sur la nécessité de ne pas faire disparaître la culpabilité, parce que comme je vous le disais, on ne fait pas disparaître les émotions. Elles sont des signaux bienveillants qui sont là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Si vous ne vous sentiez jamais coupable, vous seriez capable d'atrocités, et on l'a vu pour certaines personnes à des niveaux monstrueux, j'ai envie de dire. Donc, soyez reconnaissant de vous sentir coupable à certains moments, mais sachez accueillir cette culpabilité, la laisser vous traverser et puis la quitter pour redevenir responsable de votre vie présentement, ne pas rester ancré dans le passé. Alors, pour conclure, j'aimerais vous proposer 2 conclusions, 2 nuances. D'abord, en tant que thérapeute, je pense réellement qu'un thérapeute va vous aider à 50% dans la résolution de votre problématique et que vous êtes à 50% acteur de cette résolution. Donc je vais commencer par vous donner des pistes de réflexion, de résolution, de manière à ce que vous puissiez faire des prises de conscience et peut-être travailler de votre côté sur ces aspects-là. Et puis ensuite, je vous donnerai les pistes thérapeutiques, comment vous pouvez être aidé, vous faire accompagner, notamment par moi, à travers mes divers outils, pour alléger cette culpabilité. Alors, commençons par les pistes de réflexion en conscience. Eh bien déjà, j'aimerais vous dire que vous êtes par définition un être imparfait. C'est ce qui fait que vous êtes humain. C'est ce qui fait aussi que vous êtes aimé. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui sont parfaits, entre guillemets, ou du moins qui montrent qu'ils sont parfaits, parce que ça n'existe pas un humain parfait, eh bien, ont tendance à être rejetés. On a envie de leur jeter des pierres à ces gens-là. En fait, ce qu'on aime, c'est les défauts, c'est la vulnérabilité. C'est le fait de voir que la personne en face est humaine. Donc je vais vous proposer dans un premier temps d'accueillir votre part d'impuissance. Oui, vous êtes responsable de vous, de vos émotions, de vos ressentis, de vos comportements, de vos croyances, de votre évolution, du chemin que vous prenez, mais pas de tout ce qui vous arrive ou de tout ce qui arrive au monde. Tout ce qui est extérieur, le fait qu'il fasse soleil, qu'il fasse pluie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous dis, y a l'orage qui se met à gronder.
J'aimerais qu'il n'y ait pas de bruit derrière ce podcast pour que ce soit plus agréable pour vous. Mais c'est un élément extérieur et je ne vais pas culpabiliser d'avoir l'orage qui a grondé. Non. Et puis je ne vais pas recommencer parce que j'ai envie de vous montrer moi dans mon entièreté avec toutes mes imperfections et ce que je ne peux pas maîtriser. Donc cela nous amène au fait de nuancer la culpabilité. Est-ce vraiment uniquement de ma faute s'il s'est passé ça ? Suis-je coupable ou est-ce que je me sens simplement coupable ? Est-ce que la personne en face fait tout pour me faire culpabiliser ou est-ce que je me culpabilise, moi, tout seul, dans mon coin ? Donc cela nous amène à une remise en question sur le fait de se sentir responsable plus que de se sentir coupable. C'est-à-dire accepter de changer de croyance, de règles, d'engagement pour son bien, en fonction de notre évolution. Voilà ce que je vous propose moi. Et puis j'espère que ce podcast, à travers la mise en lumière des origines historiques et contemporaines, pourra aussi vous aider à avancer sur le chemin de la déculpabilisation. Puisque cela permet, lorsque vous mettez en lumière des choses inconscientes, toute cette culpabilité qui a été distillée depuis votre vie intra-utérine, de vous libérer de ces croyances, de choisir vos croyances, d'identifier vos valeurs à vous, et non de s'identifier à celles d'une religion, d'une société, d'une communauté, d'un groupe, d'un pays, etc. J'ai envie de vous proposer aussi d'arrêter de punir l'enfant que vous avez été. C'est-à-dire de faire la paix avec votre enfance et vos liens à vos parents. Alors pour ça, moi je propose un accompagnement dont je vous parlerai après, parce que c'est très difficile de le faire seul, mais coupez les liens qui vous retiennent dans le passé, qui vous retiennent dans votre enfance. Vous n'êtes plus l'enfant que vous avez été. Vous êtes adulte. Donc il est temps d'arrêter de vous punir. Parce que nos émotions s'enracinent principalement dans notre enfance. Donc si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui est sujette à la culpabilité très régulièrement, c'est parce que dans votre enfance, vous vous êtes senti très coupable. Et il est temps de rendre cette émotion au petit garçon ou à la petite fille que vous avez été et de ne pas la traîner avec vous dans votre monde d'adulte, dans votre vie d'adulte. Il est aussi temps d'accepter que le passé est immuable et qu'il est terminé. Donc, de faire un focus davantage sur le présent et l'avenir. D'honorer l'instant présent par la méditation, par la pleine conscience, par le fait de faire une chose à la fois. De se concentrer sur ce qui est là maintenant, par exemple sur ma voix. Et pas être en train de penser à ce que vous avez fait hier ou au traumatisme que vous avez pu vivre dans votre enfance. Et puis pour ça, s'accorder le pardon. Ah, le pardon, c'est une grande chose et c'est un long chemin. On parle beaucoup de pardonner aux autres, on parle peu de se pardonner à soi-même. Et pourtant, lorsqu'on est en colère contre les autres, on est surtout en colère contre soi-même. On est en colère contre soi-même d'avoir laissé les autres outrepasser nos limites. Mais c'est nous qui les avons laissés passer ces limites, dépasser ces limites. Donc c'est à nous que nous devons accorder le pardon en priorité. Et en s'accordant le pardon, on s'accorde le droit d'être humain et d'être imparfait, et donc de lâcher prise sur le passé qu'on ne pourra plus changer. J'aimerais aussi vous proposer de vous concentrer sur ce que vous faites de bien, au lieu de tout le temps ressasser ce que vous n'avez pas réussi. Donc la pensée positive. Je ne parle pas du positivisme toxique, parce que parfois on fait des choses mal et c'est bien de le reconnaître. Mais en tout cas, vous concentrez la plupart du temps sur ce que vous avez réussi, sur ce que vous avez fait de bien. Vous vous rendrez compte que finalement, vous avez peut-être dit non à votre meilleure amie cette fois, mais que les 10 autres fois où elle a fait appel à vous, vous étiez là. Donc voir le verre à moitié plein. Et donc accepter son humanité, de ne pas être parfait, enlever cette croyance qu'on doit être parfait pour être aimé, lâcher prise, se lâcher la grappe. Et voilà,
Je suis responsable de moi-même, de ce que je renvoie, de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense, mais pas de comment l'autre le perçoit en face. Ça parle de lui, la manière dont il le perçoit. Vous remarquerez, pour vous donner un exemple, que lorsqu'on visite un musée, vous allez vous trouver devant une œuvre d'art et tout le monde ne va pas ressentir la même chose devant cette œuvre. Pourtant, c'est la même pour tout le monde. Tout simplement parce que elle va venir chatouiller des choses différentes chez chacun. Donc, c'est pas vous le problème. C'est la personne en face. Si elle vit mal les choses, ça met quelque chose en lumière chez elle, ce que vous êtes en train de faire. Et ça la fait travailler. Donc gratitude. La perception de l'autre parle de lui et c'est l'effet miroir et ce sera l'objet d'un de mes prochains podcasts. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire seul et que je vous encourage vivement à faire, c'est vous former à la communication non violente. Justement pour sortir de ce triangle dramatique de Karpman dans vos relations. En fait, alors vous pouvez vous former, plein de petites formations en ligne qui sont relativement accessibles en termes de prix. Il y a aussi des conférences sur YouTube. Sachez que le créateur de la communication non violente, c'est Marshall Rosenberg. Donc vous trouverez sûrement plein de choses sur ce thème. Et si je peux vous conseiller un ouvrage que je suis en train de lire et que je trouve absolument fabuleux pour son côté très terre à terre, très facile à appliquer instantanément, c'est les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Initiation à la communication non violente. Voilà. Voilà pour les pistes de réflexion que je vous donne en conscience. Maintenant, j'aimerais vous proposer les solutions davantage thérapeutiques, puisque c'est aussi super important de pouvoir reconnaître que nous avons besoin d'être accompagnés. Quand vraiment cette culpabilité est très enracinée, on ne peut pas faire les choses tout seul. C'est tellement profondément enraciné dans nos cellules, dans notre inconscient, qu'on ne peut pas déjouer parfois les mécanismes qui se sont mis en place et depuis des dizaines d'années. Donc moi, ce que je peux vous proposer en termes de solutions thérapeutiques avec mes outils, c'est tout d'abord les fleurs de Bach. Alors je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de Bach. Ce sont des remèdes totalement naturels et biologiques, en tout cas ceux que j'utilise. Et parmi ces élixirs floraux, qui sont totalement naturels parce que c'est uniquement de l'eau de source avec la plante et un conservateur qui est naturel, parce qu'en général c'est de l'alcool, mais ça peut être aussi du sirop d'agave ou autre. Eh bien, parmi ces fleurs, il y a des fleurs qui vous permettent d'abaisser considérablement votre taux de culpabilité. Donc, il en existe plusieurs parce que les fleurs sont très subtiles et c'est pour ça que je vous encourage vivement à faire appel à un conseiller en fleurs de Bach quand vous voulez créer votre remède personnalisé et à ne pas aller directement en pharmacie acheter la première fleur que vous avez vue sur Internet. Parce que s'il y a des formations aussi poussées, moi j'ai effectué la formation du centre officiel du Dr Bach en Angleterre, c'est parce qu'il y a des subtilités vraiment infimes entre les fleurs. Donc là par exemple, le hou est une fleur qui peut convenir à quelqu'un qui a de la culpabilité. Le pin sylvestre peut convenir aussi. Le chêne, la verveine. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, c'est une piste de résolution puisque les fleurs de Bach sont là pour vous aider à rééquilibrer et à maintenir vos émotions, votre équilibre émotionnel. Ensuite, ce que je vous propose, c'est une séance d'hypnose sagesse. C'est l'hypnose que je pratique. Je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est l'hypnose sagesse puisque vous trouverez sur cette chaîne une vidéo dans laquelle j'explique l'outil. Mais c'est une manière très douce, très bienveillante, très positive et surtout très simple pour vous de reprogrammer votre inconscient à beaucoup moins de culpabilité. C'est-à-dire de reprogrammer votre inconscient à plus d'épanouissement, à le tourner davantage vers le futur et vers le positif, plus que de garder les yeux rivés sur ce que vous avez fait de mal, soi-disant.
Donc, en une séance d'hypnose, on peut venir reprogrammer pas mal de choses au niveau de la culpabilité dans votre inconscient. Après, pour des personnes qui ont envie de travailler sur leur enfance, qui ont ce sentiment de culpabilité très ancré chez eux, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Éclosion, qui se fait en 3 séances d'hypnose et qui est vraiment fait pour aller balayer tout l'héritage négatif du petit garçon ou de la petite fille que vous avez été. Du moment où l'ovule a été fécondé jusqu'à ce que vous deveniez adulte. Souvent plutôt jusqu'à ce que vous ayez 9 ans. C'est surtout là que les choses s'impriment. Et aussi au niveau de la naissance, qui est un moment très fort en émotion, très souvent mal vécu par l'enfant. Et comme il n'a pas vraiment de conscience à ce moment-là et que sa capacité de jugement est très limitée, il va intégrer des émotions, des programmes dans son inconscient qu'il va garder tout au long de sa vie. Et bien en 3 séances d'hypnose, je vous propose avec Éclosion de vous libérer de l'héritage négatif de l'enfant que vous avez été, de lui rendre, puisqu'aujourd'hui vous n'êtes plus cet enfant, et de ne garder que l'héritage positif. Donc là, on vient toucher le rapport à la mère, le rapport au père, qui détermine respectivement le rapport aux femmes, le rapport à l'amour, et le rapport aux hommes, le rapport au travail et à l'autorité. Voilà. Si vous voulez des éléments supplémentaires, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ensuite, la 3e possibilité, et pour moi tout est complémentaire, c'est le fait de participer à des cercles de parole d'énergie féminine. Alors si vous êtes sur Bordeaux ou les alentours, je suis moi-même animatrice de cercles de parole d'énergie féminine, mais si vous êtes dans d'autres régions, dans d'autres pays, vous trouverez d'autres animatrices. Assurez-vous que ce soit d'énergie féminine, puisque si je vous conseille cette énergie-là, c'est justement parce que l'énergie féminine représente l'énergie du pardon, l'énergie de l'amour inconditionnel, l'énergie du lâcher-prise, l'énergie de l'accueil, de l'écoute de soi, de ses émotions, de l'acceptation de soi, ombre et lumière, et de l'introspection. Donc en vous reconnectant régulièrement à cette énergie féminine, qui très souvent a été perdue parce qu'on est éduqué dans des sociétés extrêmement yang, donc extrêmement masculines en termes de mode de fonctionnement, donc l'action, la rapidité, le contrôle, etc. Eh bien, en vous reconnectant à cette énergie féminine, vous pourrez vous accorder le pardon, vous pourrez vous laisser traverser par la culpabilité et la laisser plus facilement disparaître. Et enfin, la dernière chose que je vous conseille vivement, c'est de réaliser votre thème numérologique. Alors, je suis numérologue certifiée en numérologie stratégique. Et pourquoi je vous parle de numérologie ? Ça peut paraître tomber comme un cheveu sur la soupe. Eh bien non. En fait, lorsque nous faisons votre thème numérologique, nous découvrons aussi par vos données identitaires, vos noms, prénoms, date de naissance, vos mémoires familiales. Que sont les mémoires familiales ? Eh bien, des héritages qui descendent de génération en génération dans vos familles et qui sont totalement inconscients. C'est-à-dire que vous êtes fidèle, comme relié par un fil à cet ancêtre qui a eu ce comportement excessif. Et aujourd'hui, ça vous détermine et ça vous limite. Et il y a une mémoire familiale, qui est la mémoire familiale 13, qui peut engendrer, en manifestation, si vous en souffrez toujours de cette mémoire, de la culpabilité, la sensation d'avoir un boulet au pied, de traîner un fardeau sur ses épaules. Donc si on identifie que vous avez cette mémoire familiale et qu'elle n'est toujours pas résolue, on pourra tout à fait prévoir une séance d'hypnose pour couper les mémoires familiales, les fidélités inconscientes, ces fils qui vous relient au passé et dont vous n'êtes pas propriétaire, et rendre en fait ces émotions, ces actes à la personne en question, qui en est à l'origine. Voilà. Voilà tout ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par le sujet de la culpabilité, n'hésitez pas à partager ce live. Je vous invite aussi, s'il vous a plu, à liker,
puisque c'est vrai que très souvent on a tendance à écouter les podcasts et puis on a bien aimé mais on pense pas forcément à liker. Et moi ça me donne du baume au cœur, ça m'encourage en fait à vous donner toujours plus d'informations et à continuer à entretenir cette chaîne. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne nuit et je vous dis à très vite dans un prochain podcast.